On va attendre que les gens se connectent un tout petit peu. C'est vrai que nous sommes un peu en retard. Vous imaginez très bien qu'un tel sujet nécessitait que nous prenions le temps de nous préparer un peu plus. C'est pour ça qu'il y a eu 5 minutes de retard. Mais je puis vous rassurer que notre invité spécial est là. Est là. Romain est là. Donc, c'est pas un faux bon. Il est là, il devra nous rejoindre dans les minutes qui arrivent. On va permettre à ceux qui ont attendu jusqu'à 22h30 et plus de se connecter pendant quelques secondes. Ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que ce live, c'est une édition spéciale parce que certains vont estimer qu'on devrait parler de beaucoup de choses. Vous devez comprendre que les sociétés sont complexes et les faits qui peuvent paraître isolés dans une conjoncture sont parfois politiquement liés. L'importance, c'est d'avoir la capacité de les lier. Vous pouvez voir dans un espace public ou un espace politique des événements qui se déroulent à des coins différents, de manière éparse. Vous avez l'impression que ce sont des actes isolés. Pourtant, en réalité, ce sont des actes qui participent d'un même objectif, ou en réalité, qui traduisent un mode de gouvernance systémique. C'est ce dont nous avons en face aujourd'hui à l'Africa Foot, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Moi, je ne m'intéresse pas au football. Je m'intéresse au football quand il y a une dimension politique. Et il y a véritablement une dimension politique dans ce qui se passe, parce que ce qui est en jeu, c'est le mode de gouvernance. Ce qui est en jeu, ce sont les aspirations, ce sont les rêves. C'est l'idéal qu'une partie des Camerounais prétendent porter ou ce en quoi ils croient. Or, les faits, les données montrent que il n'y a pas de ça. Et on découvre que dans ce mismanagement, dans ce chaos qu'il y a actuellement à la Fédération camerounaise de football, on a également d'autres affaires, notamment une affaire de pédophilie qui gangrène le football camerounais. C'est ce qu'on a appris il y a quelques heures et on y reviendra, s'il plaît à Dieu, en détail. Donc, pour ceux qui pensent que nous sommes en train de jouer, non, nous parlons de notre pays, nous parlons de l'argent du contribuable, nous parlons d'un modèle de gouvernance, parce que le changement n'est pas un processus ex nihilo, parce que le changement n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Les enjeux ne viennent pas changer une société. Une société se change parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des individus, parce qu'il y a des acteurs qui incarnent un espoir, parce qu'il y a des gens qui portent un idéal, qui portent un projet, qui ont une vision, parce qu'il y a des gens qui décident de gérer la chose publique, de gérer les institutions, de gérer l'argent de l'État différemment de ceux qui étaient. C'est comme ça que le pays change. Donc, il ne faut pas croire qu'il faudra... Vous pouvez pinailler tous les jours, le Cameroun doit changer, Biya doit partir. Vous pouvez penser que le départ de Biya entraîne un départ du système, ou une chute du système, ou un changement du mode de gouvernance. Parfois, il n'en est rien. Parfois, même, ça devient pire. Parce qu'en réalité, les dictatures fabriquent des petits monstres. Et donc, tout l'enjeu quand on combat la dictature, au fond, c'est également de s'assurer que cette dictature ne soit pas remplacée par une dictature encore plus pire. Et nous sommes vraiment dans ce scénario, au fond, au Cameroun. C'est-à-dire que nous savons tous et nous sommes tous conscients que nous sommes en fin de règne. Ça, c'est une certitude. Nous sommes en fin de règne. Mais maintenant, nous aspirons tous au changement. Nous voulons tous le changement. Et qu'est-ce qu'on attend? On croit pouvoir avoir des hommes qui vont incarner un réel espoir. Les Camerounais ils ont le sentiment qu'il y a Jésus-Christ, il y a Dieu, il y a une divinité qui va descendre, qui va changer le pays. Ce qu'ils ignorent, c'est que tout système est né pour se reproduire. Des gens travaillent pour conserver le pouvoir, pour en jouir.
Ça veut en fait dire qu'il prépare des hommes qui vont prolonger cette domination sur l'État et sur les institutions. Et or, si vous qui aspirez au changement, vous qui prétendez être des forces alternatives, vous ne vous battez pas pour en fait placer à des positions de pouvoir, pour en fait construire des dynamiques à travers des institutions et des individus qui vont pouvoir remplacer ceux qui vous contrôlent et qui vous dominent, vous pouvez être sûr que vos aspirations de changement seront vouées à l'échec. Donc cette bataille que vous voyez, ces débats que vous voyez autour du football ne sont pas des débats anodins. Vous avez vu par exemple, et je l'ai découvert aujourd'hui, on en parlera plus tard, que l'affaire OAS, One Sport Sportif, on peut penser que c'est une petite affaire. Oh que non, les amis. C'était une affaire hautement politique que diplomatique, qui mêle des intérêts dont vous et nous n'avons même pas l'imagination et des enjeux autres. Aujourd'hui, donc, on reçoit Romain Molina. Je ne me permettrai pas de faire la présentation de Romain Molina parce qu'il va la faire au cours de cet entretien. Romain Molina, c'est le journaliste qui a, pour mettre tout le monde en contexte par rapport au débat qu'on a aujourd'hui avec lui, c'est le journaliste qui fait une vidéo sur YouTube, une vidéo qui ne porte pas que sur le Cameroun, une vidéo qui porte sur la Fédération ghanéenne du football et la Fédération camerounaise de football. Dans cette vidéo, le journaliste Romain Molina affirme qu'il y a eu du racket. Non seulement il dénonce les sélections au Ghana, mais il parle du racket dans les sélections pour la Coupe du Monde au Cameroun. Et ici, principalement, deux personnes, Rigobert Song-Baranak et Kalan Kongo. La vidéo est naturellement reprise par les Camerounais. Ça suscite un tollé dans l'opinion. Et ce soir, on a un communiqué de la Fédération camerounaise de football où on peut lire au troisième paragraphe. Le 23 novembre dernier, le président de la Fédération, M. Samuel Eto'o, a été contacté par écrit à travers le service de messagerie WhatsApp par un correspondant se présentant sous l'identité de Romain Molina. Il a indiqué dans ses écrits qu'il détient des documents et une clé USB contenant des conversations audio et téléphoniques préjudiciables à l'image de la fédération ainsi qu'à celle de son président. Poursuivant sur sa lancée, cet individu a rajouté qu'il était prêt à renoncer à la publication de ces éléments moyennant le paiement de la somme de 25 000 euros et à virer sur un compte dont il fait parvenir le relevé d'identité bancaire. L'intéressé était également disposé à donner les noms de ses commanditaires, lesquels, selon les dires, lui avaient déjà versé 7 000 euros d'avance et était engagé à payer 13 000 euros après publication. Naturellement, le président de la FCAF n'a jamais donné suite à cette demande parce qu'il a le principe de ne pas négocier avec les maîtres chanteurs. Donc, en fait, dans la réaction de la Fédération camerounaise de football, il y a deux éléments qui apparaissent. Le premier élément qui apparaît, c'est qu'il prétendent que Romain Molina a tenté de marchander son information. Il vous en dira plus. Moi, je sais deux ou trois choses déjà sur cet élément, mais je préfère ne pas en parler. On échangera au cours de l'entretien. Mais le deuxième élément, et qui doit interpeller ceux qui vont suivre ce direct, c'est que là, en fait, on a le sentiment d'avoir en face ce qui s'est passé avec Balsiré, où il y a quelque temps, on accusait Bassirou d'avoir perçu régulièrement de l'argent. Donc, vous voyez très bien que c'est peut-être la même stratégie. Mais au fond, pour ceux qui écoutent, ils ne contestent pas et ils ne disent rien sur le fond du dossier. Dans le communiqué de la FECAFOOT, on n'a aucun élément sur les accusations qui sont portées. Aucun élément technique qui nous permet de dire ce que Molina dit n'est pas vrai. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui, ce soir, de faire venir à l'antenne Romain Molina. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Romain. Comment tu vas? Débordé, mais je suis habitué, toi? Ah bon? Débordé quoi? Pourquoi débordé?
Parce que j'ai toujours énormément de dossiers à travers le sport international, notamment beaucoup de cas d'abus sur mineurs dans les plusieurs fédérations internationales. Donc il y a ça. Et puis non, je travaille sur beaucoup de sujets en ce moment là qui vont arriver, notamment dans le basket international et le taekwondo. Et puis D'accord. la suite évidemment des dossiers que j'ai publiés en France sur la fédération française. Donc forcément ça prend beaucoup de temps. D'accord. Mais, Romain, tu peux bien remarquer que tu es l'objet, je sais pas si c'est la première fois, mais tu es l'objet de plusieurs débats, Oui, oui, j'ai euh, vu. notamment ton travail, tes révélations et ce qui se dit aujourd'hui. Mhm. Tu fais l'objet mais de plusieurs débats. Mais est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, savoir qui est Romain Molina, c'est-à-dire les éléments biographiques de la personne? Bon, écoute, déjà, je suis né en France, donc je suis d'un petit village en Isère. J'ai habité en Angleterre, en Écosse, aujourd'hui en Espagne, depuis maintenant un moment. J'ai publié des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar, aussi un média norvégien. J'ai publié 7 livres, principalement dans le sport et le basket, mais également le dernier qui est autour de la guerre au Yémen, qui est une guerre sans nom, qui est une guerre abominable, dont personne ne parle quasiment, avec pas mal de scandales d'État à l'intérieur. Et puis dans mes différents travaux, j'ai fait des enquêtes autour du trafic d'êtres humains dans le football, trafic de mineurs, notamment de joueurs africains qu'on fait transiter en Europe. À l'époque, c'était dans un club en Lituanie, le club de Stumbras, qui depuis a fait faillite. Je fais des enquêtes autour des matchs truqués qui ont permis donc plusieurs mises en examen, et également autour de la pédocriminalité dans le sport international. Donc j'ai travaillé sur des affaires en France, en Mongolie, en Colombie, au Salvador, au Costa Rica, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo. Donc un peu dans le monde entier, quoi. Mais dis-moi, est-ce que dans ces pays, tu as été accusé d'être un Du tout. racketteur? Tu sais, dans mon pays, en France, je suis accusé de beaucoup de choses, que je m'en prends à des puissants. J'ai Oui, dénoncé énormément de scandales, notamment les 40 ans d'abus couverts à la Fédération française de française football, de football. Oui, oui, tout à fait. qui ont J'ai pu. déclenché quand même quelques petites enquêtes là, mais ça reste très léger parce qu'en France, on a un grand problème avec la pédophilie, on va être très honnête. Moi, je dis ce que je pense. Après, oui, j'ai tout entendu sur moi. Tu sais, il y a des gens qui ont dit que, alors écoute bien, en Haïti, j'aurais été financé par le lobby gay. En Tunisie, j'aurais été financé par les frères musulmans. J'aurais fait ça au Congo parce qu'en réalité, je serais tunisien, je chercherais à affaiblir le football congolais, je n'aurais pas compris. En France, on m'a accusé de je sais pas quoi non plus. Donc à chaque fois, c'est marrant. Euh, Par contre, là, ce qu'on m'a dit là, non, vis-à-vis de Samuel Eto'o, là, c'est la première là, que j'entends. Alors, je vais tout de suite le dire pour rentrer en vif du sujet. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. J'ai parlé une seule fois à Samuel Eto'o de ma vie, le 1er mars 2022. J'ai publié la conversation entière dans une petite vidéo. On va y Allez donc le revenir, voir sur Romain. ma chaîne. Ah, ça, Ah bon, plus tard. on va Excuse-moi. aborder cet aspect. Excuse-moi. Il ne faut pas être pressé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, s'agissant de tes enquêtes, est-ce que tu as mené des enquêtes sur l'Afrique? Je préfère commencer par là. Oui, oui, parce que pour une question de langue, en fait. Parce que la plupart des choses que j'ai faites, je parle aussi beaucoup de corruption, notamment le domaine du sport. Et en fait, quand j'ai publié il y a quasiment 2 ans et demi maintenant, dans les colonnes du journal anglais The Guardian, une enquête donc de pédocriminalité à la Fédération haïtienne de football. Alors pourquoi j'arrive sur cette affaire-là? Tout simplement parce que, de par la langue en fait, et vu que je sors beaucoup d'affaires de corruption et de malversation dans le football, j'ai tendance à être contacté par des gens un peu du monde entier, notamment dans le monde francophone. C'est aussi pour ça que je fais pas mal de sujets sur les pays africains, notamment francophones, c'est pour une question de langue. Pourquoi j'en fais également en Amérique latine? Porque yo hablo espagnol sin problème. C'est pour une question de langue, parce qu'aussi je publie en espagnol. Donc c'est aussi pour ça. Et par exemple, en Asie, tu as énormément de scandales. Pourquoi ça ne sort pas? C'est pour une question de langue. Les gens ne sont pas forcément au courant. Ça ne nous a pas empêché de faire des enquêtes sur la Mongolie et le Laos. Je te termine sur Haïti pour que tu comprennes. Haïti, ça a été le déclencheur de plein de choses au niveau international. Comme dans l'histoire, première république noire à obtenir son indépendance, Tout à fait. avec les Toussaint Louverture, les deux Salines, et la France qui leur a payé un très lourd tribut que Haïti doit toujours payer et qu'on a appauvri, notamment la République française. Il ne faudra jamais oublier ce que la France a fait à Haïti. Et dans le sport, c'est pareil. Haïti a été le précurseur, grâce aux jeunes filles d'Haïti qui ont vécu l'enfer, dans un centre FIFA. C'est-à-dire que la FIFA finançait le meilleur centre en Haïti, à 15 km de la capitale Port-au-Prince, le centre FIFA Goal, on l'appelait. Dans ce centre-là, malheureusement, beaucoup de filles mineures ont été violées. Certains ont dû avorter quand elles avaient 15 ans. C'est un dossier horrible. Donc, si tu veux, je sors cette affaire-là. Et ça a été un boom terrible. Parce que le président, qui était un des hommes les plus puissants du pays,
Monsieur Jean Barre, a été banni à vie par la FIFA pour abus systémiques sur mineurs. Le vice-président Rosny Grant, qui était le patron des arbitres, a eu la même chose. Et le ministre des Sports, l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse, ancien secrétaire d'État, Evans Lescoufler, lui c'était sur les petits garçons. Donc on a publié également ça. On a travaillé avec l'ambassadeur haïtien UNESCO, Claude-Alix Bertrand. Et tout le monde peut voir, c'est Interpol, suite à nos enquêtes, qui a arrêté ce monsieur. Ah, suite à ton enquête. Oui, entre autres, oui. Et le travail de l'ambassadeur haïtien UNESCO, que je salue, Claude-Alix Bertrand, qu'on a aidé. Donc oui, ça, les gens peuvent retrouver. Et les autres ont été condamnés suite à ce qu'on a fait. Donc, si tu veux, ça a eu un impact tel que j'ai été contacté depuis dans le monde entier par des gens qui ont vu ça, qui se sont dit, mais si eux, ils sont tombés, pourquoi pas nous? Et c'est comme ça que j'ai fait il y a 1 an et demi les cas d'abus sexuels sur mineurs dans le basket malien, qui ont abouti également à des En quelques secondes, tu peux nous rappeler l'affaire d'abus similaires dans le basket malien? Alors, je suis contacté au Mali suite à Haïti, par des gens au Mali. En fait, donc on a publié ça dans le New York Times. Au final, tu as eu la FIBA, la Fédération internationale de basket, a publié un rapport confirmant qu'il y a des décennies d'abus sur mineurs dans le basket malien. Les gens peuvent le retrouver, le rapport, il est en ligne. Ils ont qu'à taper abus basket malien. Tu as le président qui a été suspendu, vice-président, secrétaire général, une coach, et le coach des moins de 18, Amadou Bamba, a été mis en mandat de dépôt pour pédophilie, tentative de viol et atteinte à la pudeur. Derrière ça, je suis contacté pour d'autres cas. Donc, j'ai fait le basket au Kenya, le foot en Mongolie, en Colombie, Costa Rica, Salvador, plein de cas. Et arrive l'an passé, une des plus grosses affaires de ma vie, malheureusement, c'est celle du Gabon, où tu as, donc on a publié dans le Guardian, c'est des réseaux pédocriminels de 20-30 ans dans le sport gabonais, la fameuse présence d'esprit, comme il disait. Et où d'ailleurs, je vais rajouter, parce qu'il y a un Camerounais qui a commencé ça, et on en parlera tout à l'heure, parce que ce gars-là s'est réfugié au Cameroun, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera, c'est l'un des aspects. Mais au Gabon, pour que les gens peuvent vérifier tout ce que je dis, tu as Capello, qu'on appelait Patrick Assoumoyi, coach des moins de 17 des Panthères, qui a été écroué à la prison centrale de Libreville, avec Orphée Mikala et le coach Kolo. Et j'ai fait également des affaires sur le taekwondo au Gabon. Le maître Chaka qui a été également emprisonné, suite au procès, qui a été condamné. Et pareil au tennis avec Dandy Poiti, tandis que le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mougengi, a été incarcéré pendant 6 mois, accusé d'avoir couvert un réseau pédocriminel. Il est sous liberté conditionnelle en attendant son procès. Donc si tu veux, ça a eu un impact énorme. Et cette affaire-là, forcément, les gens en République démocratique du Congo m'ont dit, mais attends. Donc c'est pour ça, autant de cas aussi en Afrique, pour une question de langue, et pour une question aussi que il y a des gens qui voient en fait ces affaires qui ont un impact au niveau mondial et qui se disent, mais potentiellement, nous aussi, on aimerait ne plus subir ça pour les jeunes générations. Donc voilà. Et au Cameroun, j'ai été contacté d'ailleurs, suite au Gabon, pour des cas au Cameroun. De pédophilie. J'ai été contacté pour la France. C'est le dernier aspect. On y revient. On va arriver sur le cadeau. Je pose quand même une question pour que ceux qui nous suivent comprennent un peu l'environnement de travail. Est-ce que ces sujets, ce sont des sujets qui te sont imposés, qui te sont donnés ou qui sont motivés par un intérêt? Alors, pour moi, quand on touche à des enfants, non, on ne peut pas fermer les yeux. Je peux pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai le pouvoir, entre guillemets, de faire quelque chose. Je vais te donner 2 exemples. En Haïti, qui est un pays malheureusement très dangereux aujourd'hui, contrôlé par les gangs, c'est absolument terrible ce qui se passe, et tout ce que la communauté internationale a fait de mal à ce pays aussi. Bref, tu as une personne qu'on a dû quasiment exfiltrer. C'est-à-dire que des gens sont venus avec des fusils chez lui. On l'a caché pendant 3 mois en Haïti. Quand je te dis on, c'est moi qui suis en Espagne et un ami haïtien qui est au Canada, qui est un de mes amis. Et on ne sait pas trop quoi faire. Et il y a une avocate anglaise qui travaille avec le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qui s'appelle Kat Craig, pour ceux qui veulent vérifier, C-R-A-I-G. On a réussi à le sortir. Et si tu veux, ça a été vraiment révélateur. Ça a été dans ma vie, ça a été quelque chose de très, très fort. Parce qu'il y a tout ça, il faut toujours prendre en compte la psychologie des gens, tout ce qui est post-traumatique. Et à partir de là, quand j'ai vu que c'était un phénomène mondial, et j'ai oublié de te le dire, en septembre, publié 40 ans d'abus couverts en France. C'est d'une gravité sans nom. Et la justice française, d'ailleurs, qui ne fait rien. On pourrait y revenir. Mais on se bat quand même. Ça montre que le problème, il est mondial. Il y a des cas en Islande, Argentine, Venezuela, de partout. Donc aujourd'hui, et les gens peuvent aussi trouver, pour que les gens comprennent un peu, avant d'écouter les accusations
terrible et mensongère de la Fédération camerounaise de football. Ils peuvent taper. Le Guardian a publié un article il y a un an que l'ONU et la FIFA sont en train de créer un centre international contre les abus suite à nos enquêtes et notamment les miennes. On m'a proposé d'intégrer ce centre parce que les gens de la FIFA souhaitaient me faire taire un petit peu. Donc moi, j'ai eu un entretien avec Ingrid Butler, elle s'appelle, qui est néo-zélandaise, où pendant 1h30, je vais expliquer tout ce que la FIFA fait de mal, ce que la FIFA ne défend pas les enfants. Clairement. Et évidemment, je ne veux pas rentrer dans ce genre-là, parce que je ne suis pas motivé par l'argent. Moi, je suis motivé par la cause. Ce qui énerve beaucoup de gens et tous ceux qui me connaissent. Moi, je suis passionné dans ce que je fais. Et j'estime que quand on touche aux enfants, on ne peut pas rester silencieux quand on a le pouvoir. Donc, ce qui me motive, c'est ça. Et la vraie motivation, Boris, je vais te la donner. J'en ai une. C'est que je pense qu'il faut aujourd'hui mettre le nez, pardonne mon expression, mettre le nez dans le purin, dans la merde de toutes ces instances internationales, à commencer par la FIFA, parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'image. Pour ces gens-là, il n'y a que l'image qui compte. Et que le jour où ce sera trop pénible pour eux, là, il y aura un véritable centre qui traite les pays de la même manière. Pourquoi je te dis ça? Quand je suis interrogé pour rejoindre le centre, je leur parle de la France et de l'Argentine. Tu sais la réponse? On me dit, oh là là, mais ces pays-là, ils ont des lois. Donc, je lui dis, donc ça veut dire que si ça se passe au Gabon, au Laos, vous sanctionnez, mais si ça se passe dans un pays important, vous dites rien. Ben non. C'est tous les gens sont traités à la même enseigne, en fait. Les sportifs à la même enseigne. Donc tant qu'il n'y aura pas un centre de protection pour les sportifs. Tu estimes qu'il y a en réalité dans les réactions au niveau international une différence entre les forts et les faibles. C'est-à-dire qu'on punit plus sévèrement ceux qui ont moins de pouvoir par rapport à ceux qui ont plus de pouvoir. Exactement. Ah oui, et même chez les gens, hein, tu sais, je reçois beaucoup de réactions de gens me disant c'est facile de faire des cas dans la Caraïbe ou en Afrique. Ben, je les attends, ces gens-là, hein, de s'occuper, des fois d'aider les gens pour des questions existentielles. Des fois, j'ai des gens qui veulent se suicider au téléphone. Je termine à 2-3 heures du matin. C'est moi qui fais tout, je le fais bénévolement parce que ça me paraît normal qu'on est impliqué dans ce combat. Moi, je ne fais pas de différence entre un joueur camerounais, français ou américain. C'est tout. Je ne fais pas de différence. Il a les mêmes droits que les autres. Et je dirais même, par exemple, j'ai fait aussi un cas à la Barbade. C'est une petite île de la Caraïbe en équipe nationale. Mais vu que personne n'en parle, eh ben, l'impunité, elle règne. Et tu le sais mieux que moi, c'est pareil en politique. De partout. Si on ne parle pas de certains sujets, les choses vont continuer. Donc, mon travail, c'est ça, avec d'autres affaires, et aussi que ce centre soit créé et qu'il soit un véritable centre pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Si j'ai un objectif dans toutes ces affaires, c'est la création de ce centre-là au niveau international. Ouais. D'accord. Maintenant, je pense qu'il est temps de revenir au pays qui nous préoccupe, le Cameroun. Exact. Avant d'entrer à la fois dans les deux aspects qui nous intéressent, c'est-à-dire la problématique liée à l'achat des places par les binationaux où en fait les Lions indomptables sont allés au Qatar, et également le débat sur la pédophilie. Pourquoi tu t'intéresses au Cameroun? D'où part ton intérêt pour le Cameroun? Parce que tu as cité plein de pays. Tu as cité le Gabon, tu as cité la RDC, tu as cité le Mali, tu as cité Haïti, tu as cité plein de pays. Mais d'où vient le Cameroun à un moment donné? Oh bah, ça vient parce qu'on m'a contacté au début. Hein. C'est pas moi. Si tu veux, depuis tout petit, j'adore tout ce qui est géographie, voyage. Donc je pourrais te parler du Moyen-Orient pendant des heures, de l'Asie du Sud-Est pendant des heures. J'adore découvrir et apprendre. Donc déjà, j'ai un intérêt intellectuellement, c'est stimulant. Et comme je te l'ai dit, et les gens peuvent voir mes travaux, je n'ai pas de terrain de préférence. J'ai fait énormément de choses en France, en Angleterre. Donc moi, c'est pareil. J'ai été contacté par beaucoup de gens au Cameroun à l'époque qui en ont marre en fait de toutes ces malversations, notamment dans le sport camerounais. D'ailleurs, pour preuve, ça remonte à quand également... Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? Des années et des années. Parce qu'il n'y a pas que ces dossiers-là, il y a aussi des dossiers de corruption, de trafic d'identité, de trafic de joueurs. Tu sais, il y a combien de joueurs en Afrique ou en Amérique centrale et en Asie où on va promettre à la famille des choses, des faux agents, etc. On va vous emmener en Europe, on va escroquer les familles, des familles déjà pauvres, et ces joueurs-là, ces mineurs-là vont se retrouver en Europe sans papier ou dans le Maghreb sans papier. Ce sont des filières de trafiquants d'humains qu'il faut dénoncer aussi. Ça existe au Cameroun? Malheureusement, ça existe au Cameroun. Il y a notamment à l'époque une filière française et belge, il y a quelques années, qui promettait beaucoup de choses aux enfants. Ils réclamaient de l'argent. Les familles payaient, se disaient, mais c'est sûr
que c'est mon fils, il va peut-être avoir donné une chance, et c'était des escroqueries. Malheureusement, il y a beaucoup de gens européens qui vont faire ça avec des locaux, ils vont s'associer pour escroquer les gens. Est-ce Donc que ça dénonce. tu as des noms des personnes qui étaient impliquées dedans? C'est pas des gens très connus, mais il faudrait que je retrouve. Ça date d'il y a 7-8 ans, je te parle. C'est une des premières affaires que j'avais vues. Et pareil, j'ai sorti au Congo, à l'époque, le club d'Anderlecht en Belgique faisait ça. Pour un joueur qui a reçu Anderlecht Chancel Bemba, tu as tous les autres qui ont été abandonnés sur le quai de la gare, sans protection sociale, sans rien. Et on menaçait les familles au pays. Ça, c'est à dénoncer. Alors, au Cameroun, écoute, je connais plusieurs lions, actuels ou passés, donc des fois on parle un peu de ce qui se passe. Et tu le sais mieux que moi parce que tu en parles depuis très longtemps. Tu sais très bien à quel point le système il est vérolé, puissant, et qu'il y a beaucoup de malversations. Et pour preuve, cette semaine, j'ai même publié un dossier dans le Paralympique camerounais, à la Fédération des déficients physiques, où le président est accusé de viol, droit de cuissage et raquette. Et ça fait des années que les athlètes paralympiques camerounais se battent. Donc, si tu veux, là, c'est un Camerounais, un lecteur qui m'avait envoyé ça. Et ensuite, j'étais rentré en contact et tout, et j'ai eu quasiment tout le monde. Et j'ai aucun intérêt à faire, ça ne me rapporte rien. Mais si tu veux, en le faisant pour moi, c'est que montrer que ces gens-là, ils ont une voix aussi. C'est pas parce que c'est simplement des athlètes paralympiques du Cameroun, mais c'est pareil. Si on peut déjà parler de cette petite enquête-là, parce que elle est assez illustrative oui, c'est vrai, parce qu'on débat peut-être de la Fédération camerounaise du football, on va débattre du football, mais les enjeux, en fait, de manière globale, portent sur le sport au Cameroun. Oui, ailleurs. J'ai des éléments, en fait. Paralympique, c'est par contre des sports qu'on peut dire marginaux dans nos contextes, mais il y a des choses très graves, parce que quand on a quand même lu cette enquête, quand on a pris le temps de lire ce sujet, il y a de quoi s'indigner. Et est-ce que tu peux nous décrire en quelques minutes, avant qu'on continue sur notre sujet, l'état mental de ces jeunes? Ah, c'est terrible. En fait, si tu veux, il y a deux côtés. Il y a le côté des gens qui se battent, qui ont un courage. Et là, aussi, pourquoi autant de sujets en Afrique? Parce que les gens, ils ont du courage. Plus de courage qu'en France. Je te le dis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, qui essayent de se lever, qui essayent de faire changer le système pour que, comme ils me le disent souvent, nos petits frères et nos petites sœurs n'aient plus à subir ça. Et à tous ces gens-là, je leur dis bravo et merci. Immense respect pour ce que vous faites. Et dans le Paralympique camerounais, tu as des gens qui ont cet espoir, qui vont se battre jusqu'au bout. Et tu as également d'autres qui ont très peur parce qu'aujourd'hui, c'est la terreur. D'ailleurs, le président en question est un conseiller municipal à Yaoundé. C'est quelqu'un qui a des incointances politiques. Et on a même publié les lettres. Le ministère des Sports a été mis au courant dès 2021. Le ministère des Sports a laissé tomber ces athlètes paralympiques qui représentent le Cameroun à l'international. Donc, une pensée à eux. Est-ce que tu as contacté le ministre des Sports? Bien sûr, jamais eu de réponse. Monsieur Narcisse Kombi-Moilet, en fait, tu lui as demandé. On a envoyé des mails. Des mails. Jamais. Aucune réponse. On peut les avoir un peu, tu peux les partager un peu avec nous? Oui, je pourrais t'envoyer dans. Tu sais, c'est le droit de réponse. On envoie les questions. Est-ce que vous étiez au courant? Vous avez reçu cette lettre? On a eu des réponses ni du comité paralympique camerounais, oui, ni de l'ancien, c'était sous l'ancien ministre des Sports, à ce niveau-là. L'enquête a été conduite sous l'ancien ministre des Sports. En fait, il reçoit une lettre qu'on a publiée, officielle. Donc, elle est dans l'article. La lettre. En fait, les athlètes ont écrit un communiqué en demandant de l'aide au ministre à cause du droit de cuissage, à cause du racket. Et ce courrier et d'autres n'ont jamais eu de réponse. Et j'ai les courriers qu'on les a publiés. Donc, je peux te les donner aussi sans problème. D'accord. En fait, les autorités camerounaises n'ont pas souhaité prendre en compte le problème de ces athlètes qui plaignaient justement de sévices sexuels, c'est ça? Exactement. Alors que, on va me dire, oui, c'est que du paralympique. Mais ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont les mêmes droits que les footballeurs, que les basketteurs, que les handballeurs. Donc, une pensée à eux, et leur courage, j'espère, va inspirer d'autres fédérations. Et je te donne un petit scoop. Le courage qu'ils ont eu en parlant, aujourd'hui en faisant sortir cette affaire, je peux te dire que déjà d'autres fédérations internationales en Amérique latine qui ont vu l'article commencent à bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun paralympique va créer nombre de chocs internationaux dans ce domaine-là. Et tu vas voir que d'autres affaires vont sortir ces prochains mois et tout viendra parce qu'il y a eu l'affaire camerounaise. Donc bravo, énorme bravo. D'accord. Maintenant, tu es au devant de l'actualité. Pour le foot. Pour le football.
pour cette affaire de raquette. C'est parce que c'est comme ça que tu l'as intitulé dans C'est du ta racket. vidéo que tu diffuses en fin de soirée jeudi soir. Pourquoi parler de raquette? Bon, alors, comme je l'ai dit en vidéo, il y a d'autres zones où ça se passe. En Asie, par exemple au Cambodge, Fédération du Cambodge, ou en fait, ou en Amérique centrale, au Honduras par exemple, où tu as des coachs ou des dirigeants qui vont récupérer une partie des primes. C'est-à-dire que c'est la condition pour être en équipe nationale, tu dois redonner une partie. Ce qu'on appelle du chantage et de l'extorsion du racket. Et dans la vidéo que j'ai faite, j'ai donné 2 exemples. C'est le Ghana et le Cameroun. Le Ghana, il y a un exemple terrible, et c'était un peu sorti au pays déjà à l'époque. C'est la Coupe du Monde U17 en 2017 en Inde, où plusieurs jeunes Black Stars ont dû redonner les indemnités journalières qu'ils touchaient. C'était plusieurs centaines de dollars. Et c'est-à-dire que j'en ai parlé avec notamment 2 joueurs, ils me disaient, mais ils ont attaqué des 100, 200 dollars l'encadrement. Tu imagines? Donc vraiment, et c'est des gens qui vivent déjà bien. Alors que ces jeunes vivaient au pays et étaient en situation précaire. Donc tu imagines déjà la mentalité des dirigeants ghanéens pour faire ça. Au Cameroun, ça fait depuis très longtemps que ça dure. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui rentrent en sélection jeune contre de l'argent. Ces pratiques-là existent. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a l'ancien ministre des Sports de la Côte d'Ivoire qui a réagi à ça en disant que de son temps, c'était pareil chez les éléphants. Donc, on remarque que la pratique, elle se fait. Et donc, je fais cette vidéo parce qu'en effet, pour la Coupe du Monde 2022, et ce que je dis, les joueurs le savent, parce que ça vient d'eux directement, ça vient pas de... Non, ça vient d'eux qui me l'ont raconté. On a demandé à certains les mois précédents déjà de faire un geste. Ah, mon petit, il faut faire un geste. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous clarifier? C'est-à-dire qu'on parle d'argent à un moment donné. Il y a les primes et tout ça. Ah, il faut faire un geste, mon petit. C'est important de faire un geste pour tes aînés. L'un des joueurs que je connais... Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui disaient c'est important de faire un geste pour tes aînés? Alors au début, ça se passe comme ça. Parce qu'on ne va pas... les gens également se disent, bon, oui, c'est important de faire un geste, mais qui disait ça? Je vais t'expliquer la scène exactement. On est l'été dernier. Tu as des proches de Rigobert Song et Raymond Kalla. Parce que ce ne sont pas eux directement. Ce sont des gens qui se disent proches de Rigobert Song ou Raymond Kalla qui appellent. Oui, mon petit, c'est bien, on est intéressé par toi. Il y a des rendez-vous qui sont été faits. Il y a notamment 2 rendez-vous. Et je vais te donner l'un des noms. On a proposé cela à un joueur qui joue en Asie. Pourquoi je ne te donne pas son nom? Parce que le joueur hésite à parler publiquement. Donc, je préfère ne rien dire pour le moment parce que c'est son histoire. Je vais juste te raconter ce que lui a vécu. Je ne donnerai juste pas son nom parce que ce ne serait pas juste de ma part. Il m'a demandé d'attendre. Donc, voilà. Et ça arrive aussi à un joueur qui était binational français. En gros, on lui dit, on est intéressé par toi pour la Coupe du Monde, mais il faut qu'on s'arrange. Soit tu donnais une somme en francs CFA, c'était des dizaines de millions, soit tu reverses la prime. C'est ça le geste. Et c'était, tu parlais de Rigobert Song et Kalla Congo. Ce sont des proches de Rigobert Song et Raymond Kalla, tout à fait. Dans notre entretien, tu m'as également dit que Rigobert avait approché un certain Daniel, il s'appelle... Ah, l'anecdote avec Yongwa, là, en préparation. Oui, oui. Yongwa, qui est ancien de New York, à Lorient, latéral. Oui. En fait, si tu veux, l'affaire, elle s'est ébruitée dans le groupe parce qu'il lui a dit, mon petit, tu es en train de me causer des problèmes, là. Donc, Rigobert Song lui a dit, mon petit, tu es en train de me causer des problèmes. Devant témoin. Est-ce qu'ils avaient déjà eu des échanges avec... Est-ce que Rigobert Song a eu des échanges avec Daniel Yangwa? En tout cas, lui, il n'a pas payé. Hein. Et il n'a pas fait partie de la liste au final, d'ailleurs. Il voulait vraiment jouer pour le Cameroun? Mais il a joué déjà un match. Il était là lors de la préparation à la Coupe du Monde. Il y en avait d'autres qui étaient là au début. Et ça a été dit. Et tout le monde, tu peux demander à tous les joueurs, tout le monde te dira qu'il était meilleur que ceux qui ont joué. Et on lui a dit texto, mon petit, tu es en train de me faire des problèmes. Là. Attends, la réponse de Rigobert, c'était pas texto. Non, il lui a dit texto en direct. Il lui a dit comme ça. En direct? Excuse-moi, oui, un entraînement. Mon petit, là, tu me fais des problèmes. Parce que d'autres ont payé et toi, tu n'as pas payé. Il lui a pas dit ça, mais il lui a dit tu me fais des problèmes. En gros, t'es trop bon, quoi. Et vu que lui n'avait pas payé, je vais te dire plus. Pourquoi je connais cette histoire qui ont payé? C'est qu'aujourd'hui, tu as des joueurs que j'ai eu, qui ont fait la Coupe du Monde, qui sont venus me contacter. Il y en a un, c'est par le biais d'un de ses proches, et après je l'ai eu. On a fait un appel à 3. Et un autre,
et un autre qui n'a pas fait la Coupe du Monde, qui a refusé de payer. Un binational français. Et je vais te dire, déjà à l'époque, on a proposé ça à des familles. On avait proposé ça à la famille, alors ça date, d'il y a quelques années. Il était formé à Sochaux, il est parti à l'Inter, c'est Lucien Angoumé ou Angouma, je dois mal le dire, un milieu de terrain. On avait proposé à la famille de l'argent, on avait demandé de l'argent à la famille. Ce en quoi ils avaient refusé, et le joueur n'a jamais joué pour le Cameroun. Donc ça date cette pratique. Rappelle-toi, Matip, pourquoi il ne revient pas? Bah, non, il ne revient pas à cause de Rigobert. Moi je te le dis. Le problème c'est Rigobert pour lui. Ah bon? Comment? Il y a beaucoup de problèmes au sein de la fédération. Mais pour revenir sur cette affaire de raquette, tu nous parlais de joueurs spécifiques. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est-à-dire, on a le cas de Daniel Young. Est-ce que le joueur de FC Lorient... Il n'a pas payé, lui. Il n'a pas payé. Lui, il a refusé de payer. Allons sur ceux qui ont payé. Tu en as 5. J'ai un doute sur le 6e. Allons sur ceux que tu connais. Mais c'est pas à moi de balancer les noms, par contre. Non, je ne te demande pas de balancer les noms, mais est-ce qu'on peut avoir des détails? On va dire qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas beaucoup joué en club. Et il y a une autre personne. Non, celui qui n'avait pas beaucoup joué en club. Ah, il y en a beaucoup, hein? Bah, c'est surtout le secteur défensif et milieu. Romain, tu t'imagines très bien que dans une telle affaire, les Camerounais, ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent pour cette Coupe du Monde. Ils sont entrés au premier tour. Donc, ils n'ont pas été très contents des choix qui ont été opérés. Donc, quand ils apprennent... Mais les joueurs non plus. Mais les joueurs non plus. Je vais te donner un autre exemple. Olivier Ncham. On a dit qu'il était blessé, Ncham. Les 2 premiers matchs. Il n'était pas blessé. On lui a promis qu'il allait jouer 30 minutes le 2e match. Il n'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi d'après toi? Maintenant, je vais te le redire. Moi, j'ai les témoignages des gars par écrit et audio. Ok? Si jamais la FECAFoot veut m'attaquer, je garde ça à niveau justice. Maintenant, j'ai 2 gars, 2 joueurs. Il y en a un, il m'a promis qu'il allait en parler publiquement. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit, ok. Donc, je lance un message aux gars, à tous les joueurs. Moi, je ne suis pas joueur camerounais. C'est pas mon combat. Moi, je m'en fous. Je ne vais jamais jouer pour le Cameroun. Je ne suis pas joueur de foot ni camerounais. Maintenant, pensez à vos petits frères. Parce que si vous vous taisez encore, ça continuera. Moi, je t'ai donné des précisions très claires. Maintenant, c'est pas... Moi, j'ai fait mon boulot. J'ai fait cette vidéo pourquoi? Pour libérer la parole. Et je l'ai annoncé, j'ai dit, s'il y a des gens derrière, moi, j'invite les joueurs. Je leur donne la parole parce que j'ai la chance d'avoir une petite diffusion internationale et vous expliquez votre histoire. Et vous allez être plusieurs. Je l'ai même en contact avec le syndicat mondial des joueurs. Et derrière, cette affaire, elle va être internationale et la FECAFoot n'aura pas d'autre choix que de punir les coupables. Maintenant, moi, là, j'ai 2 points à noter. C'est que j'espère que ces joueurs, ils vont avoir un peu, excuse-moi l'expression, un peu de couille, un peu de courage et qui pensent aux autres. Et il y a notamment ceux qui ont refusé qui peuvent parler. Moi, j'ai fait ça pour eux. Et je me suis protégé. Si jamais j'ai une attaque, j'ai gardé tout ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que tu avais contacté la FECAFoot sur ce sujet? Parce que dans le communiqué de la FECAFoot, on apprend que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été contacté le 23 novembre dernier. Non. La seule fois où j'ai contacté Samuel Eto'o, c'était le 1er mars 2022. À propos d'une affaire de pédophilie à l'Académie Capé Foot à Bafoussam, pour le prévenir en lui demandant s'il comptait faire quelque chose, etc. Ce à quoi il m'a répondu qu'il était intéressé. Une des victimes a accepté que je transfère ses audios à Samuel Eto'o. Samuel m'a dit qu'il avait besoin de plus, etc. J'ai donné un contact à Samuel en lui disant, il m'a dit qu'une personne de confiance allait appeler cette personne. Le lendemain, le 2 mars 2022, je transfère 3 autres audios d'une victime à Samuel. La personne dont j'ai le contact n'a jamais été contactée. Et c'est la dernière fois de ma vie que j'ai parlé à Samuel Eto'o. J'ai même, je vais te dire plus, Boris, je te l'ai montré. Et je peux le montrer, je peux le publier, c'est-à-dire sur mes réseaux. Ce soir, j'ai renvoyé un autre message à Samuel en disant, vu que je n'ai qu'un numéro et qu'il a mon numéro, il sait très bien que ce n'est pas moi. Donc, je lui ai demandé le numéro de la personne qui s'est fait passer pour moi, soi-disant, pour que je puisse attaquer cette personne, parce que c'est grave. Pas de réponse. Donc, aujourd'hui, je demande à la FECAFoot une chose, de montrer tous ces messages pour que je puisse attaquer la personne qui se fait passer pour moi, puisque je n'ai jamais
De ma Attends, tu es vie. en train de nous dire que si la C'est un FECAFOOT mensonge. prétend avoir des messages de toi, Qu'il les montre au leur public. demandant de l'argent, qu'ils mettent dehors. Oui, parce que j'ai un seul numéro de téléphone, j'ai un seul téléphone. Et je rappelle qu'il y a 2 semaines, et tu m'avais prévenu, c'est toi qui me préviens en premier, Non, et quelqu'un au gab. je peux quand même apporter cette précision. Vas-y. Quand même, parce que le communiqué de la FECAFOOT, pour ceux qui nous écoutent, ne m'a pas surpris. Et en réalité, toute ma communication en journée, c'était pour les pousser à ça. Parce que je savais très bien que l'affaire était sérieuse et on avait des éléments depuis des semaines qui attestaient qu'il y avait eu des actes de corruption et d'achat. Ils n'ont pas démenti ça. Hein. Ils l'ont pas démenti. Hein. Et Ils en ont dit plus, on va enquêter même. ils ne démentent pas cet élément. Ils n'ont pas démenti ce que j'ai dit. Hein. C'est très important. Il faut aller lire le communiqué de la FECAFOOT. Ils me donnent raison Ils même presque. accusent le journaliste d'avoir demandé de l'argent, sans apporter d'ailleurs la moindre preuve. Premier élément. Mais le deuxième élément, c'est qu'ils ne décrédibilisent pas l'information. Ils ne démentent pas cette information. Or, on était sur ça et on a eu d'autres informations. Mais je me souviens qu'il y a quelqu'un, un de mes contacts, qui m'appelle il y a 3 semaines et qui me dit qu'il a eu un certain Romain Molina qui lui a envoyé un message à 2 heures le matin pour lui parler du sport, du football, dans lequel il est impliqué dans des actes de pédophilie, de harcèlement et autres. La personne n'est pas dans le sport. La personne est un universitaire. C'est un ancien d'université. Il n'aime même pas d'abord le football. Donc, il ne s'y connaît pas du tout. Et il m'appelle, un peu très embarrassé le matin. Il me dit, mais Bertol, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie? Moi, on m'écrit, on me dit que je suis impliqué dans les actes de pédophilie, dans le football et autres. Qu'est-ce que je connais? Je lui dis, qui est à l'origine de ce message? Il me dit, un certain Romain Molina. Je lui demande, attends, je vais checker, naturellement. Et j'avais déjà le contact de Romain Molina. Je me dis, bah, non, attends, envoie-moi un peu le numéro. Quand je compare, ce n'est pas les mêmes numéros. Et moi, j'appelle Romain, c'est moi qui lui dis, mon cher, je pense que tu as un souci, dans la mesure où il y a des gens qui sont en train de se faire passer pour toi. Parce que la personne là, et non, je lui demande d'abord s'il a contacté quelqu'un dans la nuit. Oui, et je te dis c'est qui. Il me demande c'est qui. Donc il est même surpris que je l'informe en fait, qu'il a contacté quelqu'un dans la nuit. Il est surpris. Et c'est quand je vois sa réaction que je me rends compte qu'en fait, il est totalement innocent du problème que je vais poser. Et je suis donc obligé de lui dire la vérité, de lui dire non, il y a des gens qui sont en train d'usurper son identité. Donc, le message que beaucoup de Camerounais font circuler là, que la FECAFOOT fait circuler là, ce sont des enfants. Parce que voilà la vraie histoire de ces messages qu'il a publiés, que des gens sont en train d'usurper son identité. Dans la mesure où des gens ont contacté d'autres personnes avec son identité. Moi, j'ai été alerté et c'est moi qui l'alerte. Je peux vous montrer les conversations de cette alerte ici. Et un Gabonais, après toi, le lendemain, me dit la même chose. Et ils ont été deux numéros. Je lui dis clairement, parce que nous attendons également que la Fédération camerounaise de football apporte les preuves de cet argent. Donc, et je me souviens très bien, nous étions voici, nous étions le 27 novembre déjà. Donc ça c'était avant même, c'est-à-dire avant il y avait une autre affaire, mais déjà le 27 novembre il y a une autre affaire. Je suis Romain Molina. De vous déranger, il n'a pas été facile pour moi d'avoir votre contact. Je vous prie de m'accorder votre attention. Monsieur Jean m'a poussé des informations très importantes pour nuire à votre personnalité. J'ai reçu les informations par le canal de cette personne. Le même procédé. Et nous avons découvert par la suite, dans les investigations, que c'était un Camerounais qui était derrière. Donc, ce qui est en jeu, et ce que vous devez savoir, c'est le fait que je peux témoigner sur ce que
Romain dit à l'instant sur la problématique de son usurpation d'identité, parce que l'un de mes proches lui-même a été victime, et non seulement Romain ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais le numéro qui avait été utilisé ne le correspondait pas. Tu peux poursuivre, Romain. Ah, c'est pour ça que j'ai demandé à Samuel Eto'o le numéro de la personne, parce que j'ai déjà dû porter plainte contre X pour 2 numéros de téléphone français d'ailleurs. Et s'il y a encore une autre personne qui fait ça, on va continuer parce que c'est terrible, quoi. D'accord. Maintenant, ça c'était juste une parenthèse. Revenons sur un sujet que certains attendent, la question de la pédophilie. Ouais. Tu dis avoir contacté Samuel sur cette affaire de pédophilie. Qu'en est-il? Bon, et je l'ai montré, j'ai fait une petite vidéo sur mes réseaux où j'ai montré la conversation que j'ai eue avec Samuel, en entier. D'accord. Qui n'est pas très longue d'ailleurs. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu le contactes, comment tu le contactes et comment tu en arrives d'abord à le contacter? En gros, par le fruit du hasard. J'ai aidé un étudiant pour son mémoire en France, qui est camerounais aussi. Et au fil de la conversation, à un moment donné, il me dit après, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Et là, il m'explique ce qui lui est arrivé jeune, à Bafoussam, avec un gars qui se fait appeler Capello, qui a la Capé Foot. CAPE Foot. Bon. En gros, on parle d'attouchement sur mineur, il voulait apprendre à l'enfant à se masturber quand il avait 10-11 ans, enfin bref, et d'autres choses comme ça. Et on en parle et tout, et il me dit, mais c'est grave et tout. Puis il me met en contact avec une ou deux autres personnes, on parle un peu, et je m'aperçois rapidement qu'en effet, c'est un secret de polichinelle à Bafoussam, et que c'est grave, et que la personne est toujours en poste. Bon. À un moment donné, quand je commence à avoir assez d'éléments, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Toutes les familles ont peur, je sais comment ça se passe. C'est pas comme là, c'est la fédération, là, tu fais péter ça au niveau international, là, je me dis, bon, tout le monde s'en fout, bon, comment je vais faire? Donc là, je me suis dit, je parle à mon premier contact, je lui dis, t'en penses quoi si je contacte Samuel et que je l'avertisse en lui disant, il se passe ça, les familles ont peur aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? C'est aussi de son ressort. Il me dit, ok. Donc j'écris à Samuel Eto'o, à un de ses numéros, qu'un journaliste me donne, un journaliste français. Et donc je me présente et tout ça. Et au début, je vais te dire exactement ce qu'il m'a dit. Alors, Eto'o me dit, tac, excuse-moi. Le premier message qu'il m'envoie, il me dit, si vous avez les preuves de ce que vous dites, vous venez ou vous m'envoyez les jeunes et leurs parents et nous irons immédiatement voir le procureur. Et il a mis immédiatement en majuscule. D'accord. Je lui envoie un premier audio. Je lui dis que ça concerne Kamdem Alain Guy Emmanuel, de son vrai nom, dit Capello, qui est le président du Capé Foot. Bon. Kamdem Alain Guy Emmanuel. Dit Capello. Et si des gens ont des éléments sur celui-ci, peuvent me contacter avec plaisir. Est-ce que vous écoutez Kamdem Alain Emmanuel? Guy Emmanuel. Dit Capello. Kamdem. On l'appelle Capello. Kamdem Guy dit Capello. Exactement. Donc, je demande au jeune s'il est OK pour que j'envoie un audio à Samuel. Il me fait un audio pour Samuel. Il explique son histoire. Samuel me dit qu'il a besoin d'un peu plus, etc. Parce qu'autrement, ça ferait parole. Et cette conversation-là, elle est audio ou elle est... Non, elle est écrite. D'accord. Elle est écrite. Je peux la montrer à tout le monde. Et Samuel l'a sur son téléphone aussi. Donc ensuite, il me demande plus de preuves, etc. Et je lui dis, je peux te donner un contact qui lui peut vous aider, qui lui-même a été victime de ça. Et il me dit que ce contact va être contacté par une personne de confiance. Le lendemain, le 2 mars 2022, j'envoie 3 audios à Samuel Eto'o. Je transfère d'une des victimes pour lui. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Voilà. Plus de nouvelles depuis. C'est tout. C'est tout. J'ai prévenu, si tu veux, même, pour te dire, j'ai prévenu Samuel Eto'o qui a un problème d'agression sexuelle sur mineurs, sur footballeur camerounais. Donc je viens même, voilà, ça me semble normal d'essayer de faire ça, parce que je suis un peu bloqué dans ce dossier, je me suis dit qu'il pouvait aider les familles, et les familles pensaient la même chose. Personne n'a été contacté par la FECAFOOT. Les familles avaient vraiment espoir que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, puisse apporter son aide dans la résolution de... Et bien sûr, imagine, tu as les enfants qui ont le soutien de Samuel et qui va voir le procureur avec eux. C'est pas le même poids. Parce que ces gens-là, ils ont peur. Ils ont peur de parler parce qu'il y a des menaces. Parce que ce mec, il est important à Bafoussam. Donc c'est sûr que si Samuel Eto'o avec toi, c'est pas le même poids. C'était en mars.
en mars. Et c'est la seule fois où j'ai parlé à Samuel Eto'o de ma vie. Est-ce que tu as eu des retours des enfants qui ont indiqué que le président de la Fédération camerounaise de football, ayant été alerté sur des cas de pédophilie, sur des cas d'abus sexuels, sur des jeunes footballeurs, a contacté ses familles pour en savoir plus? Personne n'a été contacté. Personne n'a été contacté. Il m'a dit que c'était une personne de confiance qui allait le faire. Aucun appel, aucun message n'a été envoyé au contact que j'ai donné. En fait, le contact que j'ai donné, qui lui-même a vécu ça, pouvait ensuite les mettre en contact avec d'autres victimes. Ce monsieur n'a jamais été contacté. Pas personne. Est-ce que le président de la fédération, parce que c'est une affaire très grave, la pédophilie. C'est très grave. C'est-à-dire que c'est un crime. C'est un crime de manière très simple. Est-ce qu'il est revenu vers toi? Jamais. Mais qu'est-ce que tu peux donc expliquer ce prétendu message du 23 novembre? Je n'ai jamais écrit après. Le dernier message que je lui ai envoyé, c'est le 2 mars. Et là, je lui ai demandé ce soir le numéro de la personne qui se fait passer pour moi parce que moi, c'est terrible ce qu'ils ont fait sur moi là. Mais c'est terrible. Donc je vais pas pleurer, hein. Je vais pas jouer aux victimes. Est-ce que tu estimes qu'ils ont menti? Ah bah, va falloir qu'ils sortent une preuve, hein. Parce que déjà, c'est pas moi. Donc j'aimerais savoir la personne qui se fait passer pour moi. Attention, soit il y a bien une personne qui se fait passer pour moi et qui aurait contacté Samuel Eto'o. Ok, d'accord. Je veux voir ça parce que je veux porter plainte sur cette personne avec le numéro. Mais il y a la deuxième possibilité. Ça n'existe pas. Non, attends. De toutes les manières, c'est toi qui es mise en cause dans cette affaire. Exactement. Ils disent une personne qui ils disent pas que c'est moi. Ils disent une personne qui se présente comme Romain Molina. Ben, j'aimerais savoir qui est cette personne. Ils ont le numéro de téléphone. Pourquoi ils ne mettent pas le numéro de téléphone? Mais de toutes les manières, WhatsApp par un correspondant se présentant sous l'identité de Romain Molina. C'est vrai que la formulation est quand même assez... Mais tu as vu comment c'est terrible? Elle est subtile, la formulation. Parce que même d'un point de vue juridique, ce serait difficile de les attaquer. Ils ont dit se présentant sous là. Ils n'ont pas dit que c'est Romain Molina. Tu as vu ça? Mais ils laissent entendre. Mais ils laissent entendre que c'est Romain Molina. Et pourquoi ils font ça? Ils ont même fait un communiqué en anglais. Un communiqué sur les deux langues. J'adore Tinga. Tu vois, c'est quand même terrible. C'est vrai. Et c'est une subtilité assez intéressante. Parce qu'ils ne disent pas que le président Samuel Eto'o a été contacté par écrit à travers le service, vous savez, WhatsApp de Romain Molina. Non. Ils disent par un correspondant se présentant sous l'identité de Romain Molina. Alors ça me donne cette identité pour que je puisse attaquer. Tout à fait. Et je n'ai pas de réponse. Ils ne montrent rien. Donc il y a deux possibilités. Soit il y a quelqu'un qui a contacté pour ça, en se faisant passer pour moi, soit c'est un mensonge complet. Donc, dans les deux cas, leur procédé est unique et enlève le véritable débat, les deux véritables débats, qui sont le racket, qu'il ne nie pas, et d'autres affaires, notamment d'abus sur mineurs. D'accord. Romain, je pense qu'on vient de faire, on a près d'une heure de conversation. Les Camerounais auront le temps d'écouter. Ceux qui nous ont écoutés, on ne peut que vous dire merci. C'est important que Romain vienne s'expliquer sur ces accusations et on voit très bien qu'il y a beaucoup de subtilité quand même dans le communiqué de la FECAFOOT qui non seulement tente d'éviter aussi un procès, parce qu'il était possible que tu leur colles un procès. Mais mon avocat va le faire, hein. Je te le dis tout de suite. Là, je vais appeler. À la FECAFOOT? Ah, bien sûr. Ah, bien évidemment. Donc, tu annonces un procès contre la FECAFOOT? Mais évidemment, je veux dire, je ne pourrais jamais laisser passer ça. Mais tu te rends compte ce qu'ils ont fait là? La gravité? Alors, je n'ai jamais fait ça. La seule fois dont je parle à Samuel Eto'o de ma vie, c'est pour lui dire, il y a un cas de pédocriminalité. Est-ce que vous pouvez peut-être aider les familles à Bafoussam? Mais tu te rends compte? Et derrière, inventer ça? Mais par contre, ça veut dire une chose, c'est qu'ils paniquent. Hein. Pour qu'ils inventent un truc pareil pour détourner le sujet, c'est-à-dire qu'on a tapé dans le mille. Donc, on continue la lutte et tout ira bien. D'accord. Donc, je vais te laisser pour ce soir. On se dit à la prochaine. Avec grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.